Oui. Je suis économiste de formation à la Direction générale de l'économie, après avoir passé 12 ans au ministère du Plan au cabinet. Donc, de formation pluridisciplinaire, j'ai un 3e cycle en sociologie, 2 en sociologie, 2 en économie, et puis un master 2, analyse économique et développement international au CERDI à Clermont-Ferrand, option gestion de la politique économique. J'ai été chargé d'études au Bureau national de la prospective pendant plus de 10 ans, cellule rattachée au cabinet du ministre du Plan à l'époque, Boun Boabré, ensuite Mabri et actuellement Kabaniali. Donc, je suis chargé du module de prospective. Comme vous l'avez sûrement noté, il s'agit d'une chaîne avec 5 maillons. La chaîne 3P BSE, prospective, le premier maillon de la chaîne, planification, programmation, budgétisation et enfin suivi-évaluation. Pour ce qui nous concerne, nous allons faire le module de la prospective et avant de commencer, il faut bien retenir les concepts clés de la prospective. La prospective, qu'est-ce que c'est? De ma petite expérience, la prospective est aujourd'hui au cœur de toutes les stratégies. La prospective est aujourd'hui une science à part entière avec sa démarche méthodologique, ses outils logiciels, ses concepts et tous ces aspects d'aide à la décision stratégique. On vous demandera qu'est-ce que la prospective? La prospective, c'est l'étude des futurs possibles. L'étude des futurs possibles, aucun futur n'est prédéterminé, ce n'est pas le charlatan qui lance les courriers, vous dit non, toi demain tu vas être ministre, ou bien tu vas être médecin, ou bien tu vas être pilote. Non. La prospective se construit dans les images possibles du futur, basées sur des scénarios, un scénario où des scénarios sont les images possibles du futur, mais en même temps, il faut bien retenir les concepts clés de la prospective, que sont le triangle grec. C'est un outil d'aide à la décision. On parle d'abord de l'anticipation, c'est-à-dire il faut voir le danger venir, il faut anticiper. Ensuite, il faut faire l'appropriation, les connaissances, il faut s'approprier tout ça. Et enfin, on passe à l'action. Pourquoi passer à l'action? De plus en plus, on gère les urgences, on est surpris par les faits. Récemment, notre pays, où autour de nous, on voit des coups d'État, on voit Boko Haram, on voit des rébellions armées. Mais si on s'était préparé à tout ça, c'est des faits qui ne nous seraient pas arrivés. Donc la prospective, c'est la science qui nous permet de voir les dangers venir. Les dangers, mais en même temps, un futur désiré, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais pour que vous ayez quelque chose de meilleur pour vous, il faut vous y préparer. Donc, on vous donne cet outil d'aide à la décision. Quelle est la prospective? Anticipation, appropriation, action. Voici les éléments clés que vous devez retenir quand vous pensez ou vous parlez de prospective. La Côte d'Ivoire est un pays de tradition prospective. Déjà, le président Houphouët, dans les années 70, a lancé
la première étude nationale prospective, Côte d'Ivoire 2000, réalisée en 1975, déjà en 1970. Côte d'Ivoire 2000. Donc, Houphouët-Boigny était un visionnaire. Le président Houphouët était un visionnaire. Vous imaginez, en 1970, on parlait déjà de Côte d'Ivoire à l'horizon 2000. L'étude a commencé en 1973 pour s'achever en 1975. C'est la première étude nationale prospective. Et avec cette étude nationale prospective, nous avons obtenu les plans quinquennaux de développement. À l'époque, on parlait de l'aménagement de la vallée du Banama, la région de Boaké, avec Saut de Fel, Marabadiassa, Saut de Sucre, le barrage de Kossou. Toutes les infrastructures que nous avons aujourd'hui sont nées des études prospectives, des plans quinquennaux. On a à côté de l'aménagement de la vallée du Banama, l'ARSO, l'aménagement de la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, avec le port de San Pedro, les champs de palmiers de Méagui, les champs d'EVA de Tabou, les cocoteraies. À l'époque, tout ça mis ensemble nous donnait les SODE, les sociétés d'État. Parce que la politique du président Houphouët-Boigny, c'était le capitalisme d'État, l'État entrepreneur. Mais si vous n'avez pas une vision, vous ne pouvez pas faire de planification. Sans vision, il n'y a pas de planification. Ensuite, la seconde étude nationale prospective, Côte d'Ivoire 2010, réalisée en 83-85. On a fait les plans quinquennaux de 85. Malheureusement, on était confronté au programme d'ajustement structurel dû à la mévente des matières premières, les coûts de café cacao ayant baissé. Il y avait la crise du pétrole dans les années 79. Tout ça a impacté, n'est-ce pas, la production agricole. Il y avait aussi la sécheresse. Donc, on est situé dans une situation de passe programme d'ajustement structurel. Donc, le second plan quinquennal, 83-85, n'a pas eu lieu. Le président Houphouët, avant sa mort, a présidé la Commission nationale de prospective et a lancé les travaux de Côte d'Ivoire 2025 en 93-95. La troisième étude nationale prospective s'intitule Côte d'Ivoire 2025. Et quand vous lisez Côte d'Ivoire 2025, on a un scénario, le suicide du scorpion. Vous avez la prospérité économique, croissance à 2 chiffres à l'époque, sous le président Bédier, mais il y avait blocage du processus démocratique. On était tous dans ce pays, il y a eu les situations de boycott actif, on a assisté également à l'arrestation des leaders politiques, ainsi de suite, ce qui nous a conduit à un coup d'État, le coup d'État de 99. Donc la Côte d'Ivoire, bien qu'ayant la croissance économique, n'avait pas les libertés démocratiques, n'avait pas la démocratie. D'où un coup d'État est possible. On a connu la rébellion armée de 2002. Cela résulte du scénario suicide du scorpion, mais en même temps la chauve-souris étranglée. Vous voyez la chauve-souris, c'est un animal mythique, un mammifère. Il n'est ni oiseau, ni homme, ni mammifère. Il est au milieu. Donc c'est un animal qui fait peur. La Côte d'Ivoire, en 2002, faisait peur. Tous les bailleurs de fonds ont fui. La Côte d'Ivoire était une destination interdite. On était tous ici, chacun de nous a vécu les réalités
de notre pays de 2002 à 2010. Donc, c'était un peu ça, la Côte d'Ivoire. Donc, quand on fait une étude prospective, c'est pour tirer les enseignements. C'est des outils d'aide à la décision stratégique. Il faut voir le danger venir. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre comme l'Autriche qui, lorsque le vent souffle, met la tête dans le sable. Il faut voir autour de nous ce qui change, ce qui ne change pas. Qu'est-ce qui va arriver? Aujourd'hui, nous vivons le phénomène de Boko Haram, la montée de l'insécurité sous-régionale. Tout ça, c'est des faits que nous vivons au quotidien. La mondialisation, la compétitivité de nos produits. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir du franc CFA. L'avenir, on ne sait pas si le franc CFA va continuer à exister ou le franc CFA va disparaître. Les pays africains, les pays de l'UEMOA veulent créer une monnaie. Donc, l'avenir du franc CFA, on ne sait pas. Ça peut prendre plusieurs directions. Donc, quand on parle de prospective, on parle de changement possible, de futur. Le président Alassane, quand il est arrivé en 2011, il a dit, moi, je veux que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Mais quand la Côte d'Ivoire doit être un pays émergent, c'est parce que le président a une vision. Le président a une vision. Le président veut transformer notre pays pour que nous soyons parmi les pays émergents dans le Conseil des Nations. Mais pour ça, il faut s'y préparer. Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. C'est comme quelqu'un qui veut être médecin et il va faire une série littéraire. Tu vas faire bac A, tu veux faire médecine. Donc, tu vas faire bac A, tu veux être professeur de mathématiques. C'est incompatible. Ou bien tu veux être juriste, avocat, ou bien magistrat, et puis tu vas faire bac économique. Bon, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, l'avenir se prépare. L'avenir, ce n'est pas de la divination. Ce n'est pas le marabout, bien, ce n'est pas le griot. Non. Ou le guérisseur du quartier, non. L'avenir se prépare. Et pour s'y préparer, les scientifiques, les décideurs ont utilisé la prospective, qui est une nouvelle science, une nouvelle culture du 21e siècle. Quand vous allez dans les grandes boîtes aujourd'hui, comme Shell, Coca-Cola, MTN, Orange, ils ont des départements de prospective et de veille stratégique. La prospective vous permet d'identifier les changements à venir, les futurs possibles. D'entrée de jeu, je vous ai dit, un des outils de la prospective, c'est le triangle grec. À l'époque, dans le temps ancien, le temps de la Grèce antique, les gens faisaient beaucoup les guerres. C'était la guerre pour l'enrichissement. On faisait la bataille, les champs de bataille. Vous avez vu les arènes des gladiateurs, tout ça. Mais pour aller au combat, il faut avoir une stratégie. D'où l'utilisation de ce triangle-là. Il faut voir le danger, l'ennemi, ses positions de loin. Donc, il faut anticiper le comportement de l'ennemi. Et puis, il faut avoir la tactique, l'appropriation. Quel schéma je mets en place pour vaincre ou pour battre mon ennemi. Donc, je m'approprie. Et puis après, je passe à l'action. Vous voulez faire la guerre avec un pays et puis vous n'avez pas de stratégie de guerre. Non. Il faut avoir une stratégie.
Et la prospective contient plusieurs stratégies. Nous allons voir les outils d'aide à la décision de la prospective. Un des outils de la prospective, c'est l'analyse structurelle. Un autre outil, c'est l'analyse du jeu des acteurs. Mais pour cette introduction, je vais m'appesantir sur les concepts clés de la prospective. Pour ceux qui nous prennent en chemin, la prospective, c'est l'étude des futurs possibles. Plusieurs futurs existent. Il faut les étudier pour voir les risques en termes de danger ou d'opportunités auxquels nous sommes soumis ou nous serons soumis. La prospective, c'est l'étude des futurs possibles. C'est le panorama, c'est-à-dire la vision, l'éclairage de tous les futurs. Quand on dit on a une vue panoramique, ça veut dire qu'on a une large vue. On voit large. Mais en même temps, on analyse en profondeur. La prospective, c'est l'analyse en profondeur. Bien comprendre les faits économiques, les faits de la société, les faits politiques, les faits humains. La prospective, c'est tout. Il y a plusieurs domaines qui sont pris en compte dans la prospective. Vous pouvez prendre de faire uniquement de la prospective économique. Vous allez travailler sur les agrégats, les PIB, la croissance économique, la dette. D'ici 10 ans, 20 ans, comment sera la dette de la Côte d'Ivoire? On ne sait pas. Quel sera le PIB de la Côte d'Ivoire? On ne sait pas. Ce que vous devez retenir, c'est que la prospective, c'est le long terme. Le long terme, c'est 10, 15, 20, 25 ans et plus. Donc, la prospective voit loin, voit long terme. La prospective, ce n'est pas la prévision. La prévision, c'est sur le court terme. Je peux prévoir que demain, il va pleuvoir à travers les données météorologiques. Demain, il va pleuvoir, le temps sera sombre. Ça, avec les données de l'ANAC, je peux prévoir. Mais je ne peux pas dire dans 25 ans, il va pleuvoir à telle période, tel jour, à telle date. Non, je ne peux pas le dire. Je peux faire la prévision sur le court terme. C'est des données chiffrées, quantifiables. Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire cette année est de 7%. L'année prochaine, on prévoit un taux de croissance de 8%. On aura les recettes douanières de 2 000 milliards. On aura un budget de 9 000 milliards. On fait des prévisions de recettes et de dépenses. C'est quantifiable, c'est des chiffres, c'est des données, c'est le court terme. Mais le long terme, on ne peut pas faire de la prévision. On va utiliser la prospective pour se préparer dans le long terme, dans le futur. Et pour s'y préparer, il faut bien connaître les concepts. La prospective, c'est l'étude des futurs, c'est l'étude de l'avenir. La prospective, c'est anticiper. La prospective, c'est s'approprier. La prospective, c'est l'action. Avant d'agir, il faut d'abord réfléchir loin. Il faut voir loin avant d'agir en termes d'action. La prospective, c'est un outil d'aide à la décision stratégique. La prospective a des postulats. La prospective n'est pas fermée. La prospective est un domaine de liberté. La liberté d'agir. La liberté avant tout de réfléchir. On ne nous impose rien en prospective. On réfléchit, on est intelligent. La prospective est un domaine de volonté. La volonté politique. Le président dit, moi, je veux que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon 2020. Il affiche la volonté politique.
La prospective, c'est un domaine de liberté. La prospective est un domaine de volonté. La prospective est un domaine de pouvoir. Pour être émergent, j'ai une vision. J'ai des idées. J'ai une vision. Mais il faut mettre en œuvre cette vision à travers les plans nationaux de développement, d'où les PND. Quand on a la vision, on a fini de faire la prospective, on attaque la planification. C'est pour ça que le cours que nous faisons, c'est une chaîne prospective, planification. Quand on a planifié, il faut programmer les actions qu'on a planifiées. Je vais faire ça demain, je vais faire ça après-demain. Je vais faire ça, j'aurais dû faire ça hier, je n'ai pas fait. Je rattrape, ainsi de suite. C'est la programmation. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je programme. Je planifie sur 5 ans. Je programme sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la planification, je peux la faire sur 3 ans, mais on planifie idéalement sur 5 ans. C'est le moyen terme. Je planifie sur le moyen terme. Qui appelle là? C'est quoi? Oh. Donc, excusez, je planifie sur le moyen terme, 5 ans. Je fais des prévisions sur le court terme, 3 ans maximum. Je fais des prévisions sur le court terme. J'anticipe sur le long terme, prospective. Après la planification, je fais la programmation. Ensuite, je fais la budgétisation. Il faut les moyens pour mettre en œuvre le PND. Le PND 2016-2020 coûtait 30 000 milliards à la Côte d'Ivoire, avec l'aide des bailleurs. Donc, c'est quand je finis de faire la prospective stratégique, je fais la planification. Ensuite, je fais mes activités, je fais la programmation avec les projets. Je cherche l'argent pour financer, budgétisation. Et puis, dans la mise en œuvre, je vois si mon plan a marché ou pas, je fais le suivi et puis je fais l'évaluation. Donc, la prospective, c'est le premier maillon de la chaîne. C'est fondamental. La prospective est essentielle. Un des outils de la prospective, c'est le triangle grec. Anticipation, appropriation, action. Les postulats de la prospective. La prospective, on n'est pas fermé. C'est un domaine de liberté. On n'est pas en prison. Si tu es en prison, tu ne vas pas réfléchir. On est libre. C'est une discipline intellectuelle. Pour bien faire la prospective, il faut être pluridisciplinaire. C'est une équipe d'experts qui mène des études prospectives. C'est des études pointues sur l'avenir, sur les générations futures. Aujourd'hui, on parle de COP 21, COP 22, COP 23, les changements climatiques. Vous pensez que le changement climatique, c'est la prévision qui va prévoir le changement climatique? Non. On ne maîtrise même pas les changements climatiques, c'est dans le long terme. Mais il faut des bonnes politiques pour pouvoir diminuer les effets du changement climatique. Regardez aujourd'hui les régions en Côte d'Ivoire, la région de Mans. Mais il faut faire des études précises pour développer la région de Mans. On peut dire Mans à l'horizon 2040, à l'espace d'une génération, comment la ville de Mans sera. Ou bien Korogo à l'horizon 2030-2050. On se projette dans l'avenir. On a une bonne marge de manœuvre pour réaliser les investissements qu'il faut. Mais le court terme est déjà arrivé. Le court terme, c'est demain. C'est après-demain. Le long terme nous donne plusieurs possibilités de nous ajuster pour faire de bonnes politiques publiques. C'est pour ça qu'on parle de prospective. La prospective, ce n'est pas quelque chose d'utopique, ce n'est pas le hasard, c'est de la réalité. Vous ne pouvez pas aller en Europe, regardez comment ils sont développés. Parce qu'ils font de la prospective, ils pensent à des générations futures. Houphouët-Boigny était un visionnaire. Regardez à Yamoussoukro, les routes, la basilique. C'est encore là. Regardez à l'INPHB. Regardez l'université, comment c'est grand.
Mais si on avait fait une petite université, on allait chaque fois casser. Mais on a de l'espace pour construire plusieurs laboratoires. C'est ça la vision prospective. Regardez les routes à Yamoussoukro. Mais Abidjan, regardez comment nous sommes confinés. L'embouteillage, le désordre urbain. On n'a pas pensé long terme. Ça nous rattrape. Regardez les quartiers précaires. Mais en Europe, on fait de l'aménagement du territoire. On fait de la prospective territoriale. C'est essentiel. Comment les territoires seront dans 20 ans, 30 ans, 50 ans? On se prépare au changement. Aujourd'hui, eux, ils ont anticipé sur les changements climatiques. Les questions liées à l'utilisation des engrais, les questions liées au CO2, les émissions à effet de serre. Mais nous, en Afrique, on attend, on est attentiste. On gère le coup terme. Mais lorsqu'il est urgent, c'est qu'il est déjà trop tard. Et là aussi, il faut éviter les urgences. D'où la nécessité d'anticiper. On est tous des responsables dans l'administration. Vous venez, un nouveau ministre arrive, il a sa vision. Il veut qu'il y ait un changement. Mais pour qu'il y ait le changement, il faut que les moyens accompagnent. Le changement, c'est la réflexion. Le changement, c'est l'organisation. Le changement, c'est la stratégie, les moyens. Donc, la prospective, c'est un tout. La prospective intègre le management, la prospective intègre la stratégie, la prospective intègre l'aide à la décision. Parce que si vous faites le management, vous faites de la stratégie, nécessairement, vous allez faire de la prospective. Et vous allez prendre de bonnes décisions. Regardez les produits, les gammes de produits. Aujourd'hui, avant, c'était les mèches. Nos femmes, aujourd'hui, elles utilisent quoi? Elles utilisent des perruques. Ah voilà, c'est de nouveaux types de consommation. Les rouges à lèvres ont changé. En France, aujourd'hui, on n'utilise même plus la voiture. On prend le vélo, on prend le métro pour aller vite. C'est le nouveau type de consommation. Ou les trottinettes. Donc, les choses changent. Et quand les choses changent, il faut mener des actions qui vont avec. D'où la nécessité de réfléchir sur le long terme. Il faut réfléchir sur le long terme. Sans le long terme, sans la vision, sans la prospective, on navigue à vue. Et il y a cette célèbre pensée qui dit ceci. Nul vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va. Vous êtes dans un bateau, vous êtes capitaine, vous n'avez pas de gouvernail. Donc vous ne voyez même pas la direction du vent. Vous naviguez à vue. Or, si vous avez la gouvernail ou le gouvernail, vous allez bien vous orienter pour ne pas que la tempête vous emporte. Quand Donald Trump il fait la guerre commerciale à la Chine, mais c'est parce qu'il a des intérêts américains sur 20 ans, 30 ans qu'il est en train de préserver. Mais les gens ne comprennent pas. Il a au moins 1000 prospectivistes avec lui. Il réfléchit sur le long terme. Les sociétés comme Shell, Coca-Cola, ils ont des experts en prospective et veille stratégique, en intelligence économique, tout ça. La prospective, c'est une nouvelle science pour anticiper les changements, pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, on est en 2019, mais l'Afrique s'est donné l'agenda 2063. L'agenda 2063 de l'Afrique, c'est une étude prospective. On n'est pas encore en 2063, mais on se prépare à 2063. Donc, je vais m'arrêter là pour recueillir vos préoccupations. Mais sachez que la Côte d'Ivoire est une terre de prospective. On a fait jusqu'à 4 études nationales prospectives. Côte d'Ivoire, 2000, réalisées en 73-75.
Côte d'Ivoire, 2010, 83, 85. Côte d'Ivoire, 2025, réalisé en 93, 95. Et la dernière étude, Côte d'Ivoire 2040, réalisée à partir de 2007, achevée en 2015, compte tenu des contingences du pays. Donc, on a plusieurs études prospectives. Pourquoi la prospective? Parce que sans prospective, vous ne pouvez pas planifier. En entreprise, dans l'administration, vous avez des plans stratégiques. Mais le plan stratégique part de quoi? De la vision. Vous n'allez pas travailler seulement pour aujourd'hui et demain. On travaille tous les jours jusqu'à ce qu'un jour on ait à la retraite. Mais c'est au moins 25 ans ou 30 ans de service pour certains. Mais 25 ans, c'est une génération. Et la prospective travaille sur le long terme en l'espace d'une génération. L'horizon temporel de la prospective, c'est 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et plus. Donc la prospective n'est pas de la prospection. Il faut éviter ce terme. La prospection, c'est les ingénieurs géologues qui vont fouiller pour chercher l'or, le diamant sur des espaces. Si on emprunte le mot prospection, dans le cadre de la prospective, ça veut dire que on va explorer le futur pour voir quel est le futur désiré, le meilleur futur possible. On va explorer. Or, le futur, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Le futur, là, c'est aujourd'hui que ça se prépare, ce n'est pas demain. On se prépare au futur. Donc, le futur, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Et si vous faites de la prospective, vous anticipez par rapport à demain, mais aujourd'hui. Donc, j'écoute, je suis ouvert à vos questions. Je me prête à vos questions. Merci. Merci, m'ont entendu. Merci, monsieur, on a entendu. OK. Professeur, on vous a entendu. Je peux? Oui, allez-y. En fait, présentez-vous. Je suis Samassi Daouda. Oui. En service à la Direction générale des douanes. Très bien. Statisticien. Merci, oui. Je veux revenir sur la définition. Oui. La prospective, ce n'est pas la planification, mais au regard de je ne sais pas si on peut résumer à ce que la prospective soit une planification à long terme, en griffe. Oui. Voilà. C'est tout? Oui. C'est bien. La prospective, c'est l'étude des futurs possibles. La prospective peut se confondre à la planification à long terme. Oui, on peut le dire ainsi. Mais chaque thème est consacré. Chaque thème est consacré parce que un planificateur n'est pas celui-là qui va forcément faire les scénarios. Et tu es bon planificateur, mais tu ne peux pas forcément faire des scénarios. C'est chaud. Un planificateur, c'est les plans d'action qu'il surveille, les activités qu'il programme. C'est ça le bon planificateur. Mais les plans d'action sont nés des stratégies. Et les stratégies sont nées de la vision. Et la vision elle-même est construite à partir des scénarios ou des scénarios. Qu'est-ce qui conduit à la rédaction des scénarios? Mais c'est des jeux d'hypothèses issus
de l'analyse structurelle et de l'analyse du jeu des acteurs. Et mais c'est ça, la prospective, puisque la prospective a sa méthode. Les méthodes de la prospective, il y a l'analyse structurelle, l'analyse du jeu des acteurs. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas faire la prospective sans étudier un système. D'où l'analyse structurelle. Mais je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Je vais l'aborder demain. Les méthodes de la prospective. Il y en a deux les plus usitées, les plus utilisées. L'analyse structurelle, l'analyse du jeu des acteurs. À côté de ça, vous avez la matrice d'intelligence stratégique. Vous avez l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Mais à côté de ça, vous avez l'analyse, la matrice d'intelligence stratégique. La prospective a un langage, les tendances lourdes, les gemmes de changement, les incertitudes critiques, les invariants. Ce sont les langages de la prospective. Donc, c'est une discipline à part entière. Je peux être planificateur sans être prospectiviste. Mais si je suis un prospectiviste, il va de soi que je sois un bon planificateur. Parce que qui peut plus, peut moins. Ça, c'est la maxime. C'est pour ça que la prospective est le premier maillon de la chaîne. Voilà. Qui peut plus, peut moins. Si tu es capable de rédiger les scénarios, de faire l'analyse structurelle, de comprendre les rapports de force entre les variables d'un système ou entre les acteurs d'un système, c'est quand même beaucoup de choses. Hein? Les acteurs d'un système sont sur un champ de bataille. Regardez la situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur un champ de bataille politique. Et le jeu des acteurs, il y a des alliances, il y a même des alliances contre nature, le RHDP, le FPI, le PDCI, c'est la course au pouvoir. Et donc, si tu es un décideur, un stratège, il faudra bien comprendre l'analyse du jeu des acteurs. Et ça, c'est une des méthodes de la prospective. Tu es directeur central, tu es DG d'une administration, et puis tu ne connais même pas comment fonctionne l'organigramme de ton ministère ou bien de ta structure ou bien de ton administration. C'est un système. Il faut comprendre quelles sont les variables qui sont en relation dans ton système. C'est ça, l'analyse structurelle. Le corps humain est un tout, c'est un système. C'est un tout complet, homogène. Mais est-ce que quand tu as mal à l'orteil, ton œil te fait mal? Ou quand tu as mal à la dent, ton ventre te fait mal? Il n'y a pas de lien apparent, mais il y a des liens indirects. L'analyse du système te permet de faire ressortir les liens indirects entre les variables du système. Vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre maintenant les liens indirects. Je vais prendre un exemple banal. Si vous mettez une femme à l'école, le genre, vous devez comprendre que quand on met une femme à l'école, cette femme-là va contribuer à l'éducation de ses enfants. Elle va contribuer à la santé de ses enfants. Elle va contribuer à accroître le capital humain. Or, il n'y avait pas de lien direct. On met une femme à l'école, c'est juste pour sa formation. Mais il y a des liens directs. Si la femme est bien formée, elle est source d'accroissement du capital humain pour l'économie d'un pays. C'est ça la politique du genre. Scolarisation de la jeune fille. Permettre aux femmes d'occuper des postes de décision. Voilà. Mais quand on le fait, on ne voit pas tout de suite les liens directs. Or, là, les liens indirects. Donc, il faut faire attention. La prospective est essentielle. C'est une nouvelle culture du 21e siècle. Vous ne pouvez pas être un président, un gouvernant
un DG, un ministre, sans réfléchir sur le long terme. La prospective, c'est la réflexion sur le long terme. Mais pour réfléchir sur le long terme, cela demande beaucoup de bagages intellectuels, beaucoup de rigueur dans la réflexion, beaucoup de connaissances et beaucoup d'outils. Donc, aujourd'hui, vous êtes des administrateurs, des hauts fonctionnaires, vous allez occuper des postes de responsables, mais tu es coordonnateur de projet. Le projet naît de quoi? Le projet naît d'une vision. Le projet naît d'une étude prospective. C'est la stratégie issue de la prospective qui va être opérationnalisée en projet, programme. Les bailleurs de fonds exigent de tous les pays aujourd'hui d'avoir des études prospectives, d'avoir des plans nationaux de développement. Mais si tu n'as pas de plan national de développement, c'est que tu n'as pas d'études prospectives, puisque le plan est issu d'une étude prospective sur le long terme. Parce qu'on ne pense pas seulement aux générations présentes, mais on prépare l'avenir des générations futures. C'est ça la prospective. C'est la planification à long terme. Pourquoi? Parce que dès qu'on finit la prospective, la planification suit. Donc les deux sont liés, mais ne sont pas forcément les mêmes. Ils n'ont pas le même horizon temporel. La prospective, c'est 10, 15, 20, 25 ans et plus. La planification, c'est 10 ans maximum. On planifie sur le long terme, le moyen terme, 5 ans, 10 ans. Prospective, long terme, très long terme. Programmation, c'est court terme, 3 ans maximum. 1 an, 2 ans, 3 ans. Budgétisation, c'est très court terme. On fait budgétiser en 1 jour. En 2 jours, on fait un budget, on fait sortir le budget. Donc, le budget, lui, il est permanent. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. S'il y a une question, posez des questions. L'homme de la DGE. Allô, professeur. Ouais, comment vas-tu? Oui, professeur, je suis Kwasi. Je suis Oui. au ministère de la modernisation de l'administration. Oui. Je suis à la direction de la planification. Très bien. En fait, professeur, je voulais avoir un éclairage sur le plan stratégique. Oui. Quand on prend un ministère, Oui. si le ministère dispose d'un plan stratégique, donc je voudrais avoir un éclairage sur le plan stratégique et quelle est sa différence avec un plan d'action. Très bien, merci. De plus en plus, tous les ministères ont des plans stratégiques. Mais le plan part d'abord du plan national, les plans stratégiques que vous avez dans les ministères, là, normalement, doivent concourir au plan national de développement. Parce que c'est le document de référence qui est le PND. Le PND, là, c'est le document de référence. Mais le document de référence PND est issu de la réflexion prospective Côte d'Ivoire 2040. Même le PND 2012-2015 est issu de Côte d'Ivoire 2025 et des études prospectives antérieures. Mais Côte d'Ivoire 2016-2020, PND 2016-2020 est issu de Côte d'Ivoire 2040. Le plan stratégique veut dire quoi? Vous êtes un ministère sectoriel. Vous avez des actions à mener dans votre ministère par rapport aux missions du ministère, les missions du ministère, mais les missions du ministère qui sont liées à la vision du gouvernement. Chaque ministère est né de la volonté du gouvernement qui a une vision. Donc, les missions du ministère sont connues par le gouvernement.
Qui parle de gouvernement parle de plan national de développement. Donc, votre ministère, là, votre plan stratégique est né des orientations stratégiques contenues dans le plan national de développement 2016-2020. Donc, vous ne pouvez pas faire un plan stratégique sans tenir compte des orientations stratégiques contenues dans le PND. Premier point. Deuxième point, un plan stratégique n'est pas nécessairement un plan d'action. Le plan d'action est précis. Il y a des actions à mener sur telle période. Tu peux avoir un plan d'action sur 1 an. Sur 6 mois, j'ai un plan d'action, je vais dérouler. Mais le plan stratégique, c'est un peu sur 3 ans, sur 5 ans. On dit stratégique, ça englobe plusieurs aspects. Un plan stratégique, c'est plusieurs plans d'action qui s'articulent. C'est plusieurs actions qui sont articulées, mais sur un horizon temporel bien dormi. Vous n'allez pas faire des plans stratégiques chaque année. Non. On ne va pas faire un plan stratégique parce qu'on a envie de faire un plan stratégique. Regardez les conseils généraux. On parle de plan stratégique du conseil général du Guémont. Un conseil général, il dure combien de temps? 5 ans, non? Voilà. Donc, c'est un plan stratégique sur 5 ans. Regardez le plan stratégique du ministère de la Santé. C'est sur 5 ans ou 10 ans, ça dépend. Mais un plan d'action, je déroule mon plan d'action sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, ça dépend de moi. Donc, le plan stratégique va à un horizon un peu plus long que les plans d'action. Voilà, c'est la réponse que je voulais donner. Une action, c'est un ensemble d'activités. Une activité, c'est un ensemble de tâches. Voilà. Et le plan d'action et les activités sont contenues dans le cadre logique. Les cadres logiques. Parce que quand vous menez des actions, vous attendez à des effets, à des changements. Les effets qui vont concourir à l'impact. Or, l'impact, c'est le long terme. L'impact, ce n'est pas le court terme ni le moyen terme. L'impact, c'est le changement final. La transformation. C'est ça l'impact. Or, les actions vont concourir à des effets. L'ensemble de tous les changements contribuent au changement final qui est l'impact, qui est le résultat final. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Allô? L'homme de la DG n'a qu'à parler. Allô? Ok, oui. je vais parler alors. Oui. Allô? Oui, allô, cher ami, je t'écoute. Bon, c'est pas l'homme de la DGE. Bon, on va laisser la bâche parler. On laisse la parole à qui? Celui qui veut la prendre. Bon, d'accord, je vais poser une question rapidement. Non, pas rapidement. D'accord, je vais poser une question. Poser une bonne question. D'accord. En fait, vous avez parlé des 4 études prospectives de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, oui. on est à Côte d'Ivoire 2040. Très bien. Il y a eu des facteurs de risque, je suppose, qui ont été relevés dans ces 4 études. Tout à fait. En 1999, on a eu un coup d'État. En 2002, on a eu aussi un autre coup d'État. Oui. Qu'est-ce qui est fait? D'abord, est-ce que déjà dans les études prospectives, on avait relevé ces faits? Et qu'est-ce qui est fait pour mettre en œuvre la vision stratégique? Merci. Les risques qui sont liés à la mise en œuvre de la vision stratégique, qu'est-ce qui est fait concrètement en Côte d'Ivoire? Très bien. Merci beaucoup. Très bonne question. La Côte d'Ivoire a réalisé 4 études. La plus célèbre, c'est Côte d'Ivoire 2025. Les résultats de Côte d'Ivoire 2025 présentaient 4 scénarios. Les scénarios sont les images possibles du futur. Un scénario, c'est une image possible du futur. C'est un enchaînement de faits. Quand on regarde un film, il y a des séquences. On coupe, et puis quand on met tout ensemble, ça conduit au scénario, au film. Image finale. Donc, dans Côte d'Ivoire 2025, le résultat était ceci.
on avait la croissance économique à 2 chiffres. Mais à côté de ça, il y a plusieurs facteurs de risque tels que la démocratie. La démocratie. C'est un gros problème. On était dans les années 80, fin des années 90, 95, boycott actif, 99, coup d'État. Donc, quand on fait les études prospectives, on analyse tous les aspects. L'aspect politique, l'aspect culturel, l'aspect économique, l'aspect environnemental, l'aspect démographique. On regarde tous les secteurs d'activité. La Côte d'Ivoire est dans l'espace UEMOA au niveau intermédiaire, mais la Côte d'Ivoire est dans l'espace international. En dehors du continent africain, on est dans l'espace international. Quand on est dans cet espace, il y a plusieurs facteurs auxquels nous sommes soumis. Il y a l'environnement international ou l'environnement externe, l'environnement intermédiaire avec l'Afrique, l'UEMOA, CEDEAO, et on a l'environnement interne, nous-mêmes. Les questions liées à la terre, le foncier rural, la politique nationale, la démocratie, l'économie. Voici autant de facteurs qui pèsent sur notre pays. Les aspects culturels, Zouglou, la sorcellerie, on ne va pas au village. Les questions liées aux successions, l'accès à la terre, le foncier rural, la protection de l'environnement, les déchets toxiques, tout ça sont analysés. Mais pour la Côte d'Ivoire, il y avait 2 facteurs de risque essentiels qui sont ressortis dans le scénario suicide du scorpion, chauve-souris étranglée, l'éléphant en marche et la ruche aux abeilles. Suicide du scorpion correspond parfaitement au scénario qui nous est arrivé coup d'État de 99. Pourquoi? On a la croissance économique, mais il y avait un blocage du processus démocratique. Des leaders politiques. Les élections législatives n'ont pas été organisées comme il se doit. L'Union était bâillotée. Tout ça mis ensemble, même si tu as la croissance à 20 chiffres, qu'il n'y a pas de stabilité économique, un coup d'État est possible. Puisque c'est le soulèvement populaire, le mécontentement se traduit la volonté populaire et qui conduit à des coups de force. Donc ça, les résultats étaient bien sûrs des dirigeants de l'époque. On va plus loin. Professeur, s'il vous plaît. On sort de la crise. Professeur, s'il vous plaît. Oui. À ce niveau, ça, c'était consigné dans un document. Oui, le document Côte d'Ivoire 2025 existe. Non, en fait, tous ces faits que vous décrivez là, la crise démocratique. C'est consigné. C'est à la librairie de France. Côte d'Ivoire 2025. Ouais. Ça existe. Ok, merci, professeur. Le prof est déconnecté là. Oui, allô? Je disais qu'il a dû se déconnecter par erreur. C'est son ordinateur qui sonnait là. Voilà, donc peut-être qu'il voulait couper quelque chose et puis paf. Ouais.
On peut le voir? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Vous étiez déconnecté, en fait. Voilà, donc toutes les études, les résultats d'études sont disponibles. Regardez par exemple, l'éléphant d'Afrique est issu du scénario éléphant en marche. Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, là, c'est l'éléphant en marche. Quand vous voyez les résultats de l'étude, la Côte d'Ivoire a construit une usine de cacao, de chocolat aux États-Unis. On était sur les grands chantiers d'investissement, le 3e pont, le nouvel aéroport, le stade olympique, tout ça là, c'est en Côte d'Ivoire 2025. Donc, la prospective, c'est les actions concrètes de développement. Ce n'est pas du rêve, ni de l'utopie. Mais quand on finit une étude, qu'on met les rapports dans les mains des dirigeants, on les met dans les tiroirs. Vous-même, vous savez comment ça fonctionne. Les dirigeants ne prennent pas au sérieux les résultats d'études. Les experts font leur travail, mais c'est aux dirigeants de prendre la décision. C'est pour ça la prospective dit ceci. Anticipation, appropriation, action. Anticipation, appropriation, action. C'est le triangle grec. C'est le triangle des savants. C'est un outil d'aide à la décision. Si tu es un DG, que tu n'as pas de l'anticipation, tant que tu n'as pas anticipé, il ne faut pas agir. Sinon, tu agis dans le billard. Il faut d'abord anticiper correctement, bien réfléchir, t'approprier les décisions avant de mettre en exécution ton plan d'action. Le monsieur tout à l'heure a parlé de plan stratégique. Oui, les plans stratégiques, vous allez travailler sur les actions à mener pour votre ministère pour les 5 prochaines années. Vous allez faire des plans de travail annuels, les PTA. Mais vous faites ça là, vous allez creuser la tête pour mettre tout ça dans une matrice qui fera partie même du plan d'action GOUV, plan d'action sociale du gouvernement, plan d'action gouvernemental. Parce que tous les plans stratégiques des ministères doivent être reconnus le plan d'action gouvernemental, dans la matrice d'action gouvernementale. C'est ça l'intérêt. C'est bon? Donc, toutes les actions qu'on mène, doivent faire l'objet d'une réflexion en profondeur. Et je vais vous donner un support de cours. Allô? Je vous envoie un support de cours. Oui. On a reçu. Miss a donné un support de cours de lire. Lisez-le bien et demain, on va se voir pour continuer. S'il n'y a plus de questions. OK. Lisez-le bien et posez des questions précises. OK. Appropriez-vous. Allô? Allô, oui, on entend. C'est compris, c'est compris. Voilà. Lisez bien le cours, il y a une phase d'introduction. Dans ce support de cours, c'est complet, vous avez tout dedans. OK. Vous avez tout le temps, mais il faut lire, parce qu'après, il y a le temps pratique. Il y a un exercice à faire. Étude de cas. Allô? Yannick, s'il te plaît, ce n'est pas d'un environnement adéquat. Voilà, vous entendez beaucoup de bruit, c'est ça? Oh, oui. Oui, Bon, gênant. d'accord. J'ai posé ma question demain. Oh, oui. Ok, pas de souci, merci. OK. Alors, qui veut poser une question? Non, en fait, professeur, je vous avais interrompu tout à l'heure. En fait, je me posais la question de savoir si, effectivement, dans le document, on écrit
effectivement, ces risques, ils sont liés au déficit démocratique. Là. Tout est écrit dedans. OK. La prospective, allô? Oui, allô? La prospective, c'est un exercice minutieux. Oui. On fait le diagnostic prospectif. On fait les études sectorielles. On fait l'enquête sur les aspirations des populations. Quel est le désir des populations? Qu'est-ce qu'ils voient, entrevoient pour le pays dans 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation de la Côte d'Ivoire? C'est un exercice sérieux. On voit tous les facteurs de risque. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard comme ça, non. C'est un exercice lourd de réflexion. On fait appel à plusieurs experts, plusieurs compétences. C'est la mutualisation des compétences. Des gens qui sont spécialistes, chacun dans son domaine. On va appeler un géographe, on va appeler un historien, on va appeler un politologue, on va appeler un économiste, on va appeler un environnementaliste pour étudier la Côte d'Ivoire, les faits passés, jusqu'à aujourd'hui. On va faire le diagnostic. On va aller interroger les populations. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la Côte d'Ivoire? D'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, la population va se prononcer. Non, moi je pense qu'il faut arrêter les relations avec la France. Moi je pense qu'il faut laisser la liberté d'expression. Moi je pense qu'il faut développer les NTIC à l'école. Je veux que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Mais pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, il faut l'industrialisation. Il faut exporter les connaissances. Donc, il y a l'escalier de l'émergence. Il faut qu'on soit capable d'exporter les connaissances. Regardez les ordinateurs qu'on a, les téléphones, smartphones. Les gens nous exportent les connaissances comme eux, on soit capable aussi de leur exporter notre connaissance. C'est ça l'émergence. L'innovation technologique, la formation, l'action, la transformation. On soit capable de faire tout ça. Tant qu'on n'est pas capable de faire tout ça, ce n'est pas évident d'être émergent. Et tout ça, la prospective, nous oriente là-dessus, nous donne des opportunités, mais aussi des menaces, la mondialisation. Regardez le coût du baril du pétrole. Aujourd'hui, ça fluctue, ça augmente. On augmente le litre d'essence. Quand l'Arabie Saoudite a un problème de sécurité, le prix du pétrole augmente. Mais c'est des facteurs de risque. Le franc CFA, c'est un taux de change fixe. Ce n'est pas flexible. Nos coûts mondiaux, c'est des chocs. Le coût du cacao baisse tout de suite, les dépenses publiques prennent un coup. Il faut anticiper sur les chocs. Les chocs extérieurs. La dette, c'est un poids. L'insécurité sous-régionale, Boko Haram. Voilà, on est en insécurité. Mais on ne s'organise pas pour lutter contre ce phénomène. Regardez les événements de Bassam en 2016. On a été surpris. Voilà. Mais la prospective vous permet d'anticiper pour mettre des garde-fous et vous préparer à l'avenir. C'est ça le rôle de la prospective. Je vous remercie. Si vous avez des questions, il faut les poser. Demain, on va rentrer dans les aspects pratiques. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, professeur. Oui, professeur, Une dernière question? Oui? Bon, on se voit demain? Oui, merci. D'accord, professeur. Ok. Demain, 18h. Donc, demain, 18h. Ouais. D'accord, professeur. Lisez le cours, hein, appropriez-vous le cours. Le support de cours, ne partez pas. Ne partez pas d'abord.